Ses écrits ont influencé toute une génération. Elle est aussi cofondatrice de la revue littéraire La Barre du Jour, du journal féministe Les Têtes de Pioche, co-auteure de l'anthologie de la poésie des femmes au Québec et du film Some American Feminists. Elle a fait partie du collectif de la pièce La Nef des sorcières, lauréate de plusieurs prix littéraires, dont le prix du gouverneur général en 1974 et 1984, du prix Athanas David en 1991, prix Molson du Conseil des arts du Canada en 2007 et prix international de littérature française Benjamin Fondanes, prix Griffin 2019 pour l'ensemble de son œuvre. Elle est membre de l'Académie des lettres du Québec depuis 1991, chevalière de l'Ordre national du Québec et compagne de l'Ordre des arts et des lettres du Québec. Son plus récent livre est « Ne touchez pas au crépuscule ». Les lieux-dits, édition, collection de Rives, Strasbourg 2020. Alors, bienvenue, on est très fiers d'avoir avec nous Nicole Brossard. On aura aussi Diane Régimbald, qui vit à Montréal, qui a publié plus d'une dizaine de titres, dont plusieurs recueils de poésie aux éditions du Norrois, notamment Sur le rêve noir en 2016 et L'insensé rayonne en coédition avec l'Arbre à parole en 2012, finaliste du prix de poésie du gouverneur général du Canada. En France sont parus Cœur d'orange aux éditions L'Atelier des Noyers en 2020, Demeure encore 2018 aux éditions du Petit Flou. Elle a participé à plusieurs projets collectifs et événements littéraires au Québec et à l'étranger. Certains de ses textes ont été traduits en anglais, en catalan et en espagnol. En 2021, Au plus clair de la lumière paraîtra aux éditions du Norrois. Elle est membre du CA du Centre québécois du PEN international depuis 2015 et coordonne son comité femmes depuis 2017. Alors, bienvenue. Nous sommes contents aussi d'avoir avec nous Diane Régimbald. Alors, l'auteur à l'honneur, c'est Germaine Beaulieu. Depuis Archives distraites en 1984, Germaine Beaulieu a publié une quinzaine de titres aux Écrits des Forges, ce qui constitue la majeure partie de son œuvre. Photographe, elle pose délicatement son regard sur les choses, les êtres et le monde, les cadrant dans sa mire personnelle pour en faire un portrait singulier. Psychologue, elle écoute tout ce qui l'entoure, analyse, questionne, réfléchit, afin de percer les mystères de chaque parcelle de vie ou de non-vie. Poète par-dessus tout, elle transforme les images de la photographe et les pensées de la psychologue pour en faire de véritables petites sculptures de mots dont les arêtes nous percent et nous touchent. Dans son parcours poétique, elle me semble avancer pas à pas d'un livre à l'autre, à partir de l'affirmation de son être et de son identité, vers une accentuation plus marquée sur le social, sur l'environnement et sur le sens ou le non-sens de la vie et de la mort. Je me permets ici de faire une sorte de portrait poétique de Germaine Beaulieu. Alors, avec un mot-clé qui est photo de l'auteur, pour lancer la chose. Photo de l'auteur au dos du livre, portant de face sur fond glacé, noir, blanc, gris, grisé peut-être par le décor ou ce qui la regarde et la dévoile, en tout objectif, tel que perçu, secret percé, mis en lumière dans le bon angle, point de rencontre, reflet, image en développé, comme un exorcisme physique, matière crue, parfois cruelle, réelle distante, et pourtant là, ailleurs, au même instant, du déclic menant au cliché à détourner, les yeux vers le miroir du levant, qui révèle et recèle ce qui, du vécu, se prend avec les lèvres, roses, sans épines, sans feuilles, sans texte, image fixe de ce qui pourtant palpitait, palpait et s'offrait tout entier pour la mise en mémoire des apparences figées par l'image, en projection de ce qui vient de loin vers l'en-dedans de soi, un instant révélé. Alors c'est un peu une allusion que je voulais faire à l'univers de l'écriture de Germaine Beaulieu. Alors, je vais commencer par lui poser quelques questions pour nous mettre dans l'ambiance. Alors, Germaine, quelles interactions donc verrais-tu à partir de ce portrait un petit peu entre la photographie et la poésie? Tout le monde connaît ma passion pour la photo. Je pense que tour à tour, je vous ai tous harcelés avec ma caméra tôt ou tard, avec un grand plaisir. Quand je vois une photo, j'ai toujours l'impression qu'il y a un poème qui se cache en arrière de la photo. Comme un tableau d'ailleurs, et c'est très stimulant pour moi d'écrire à partir d'une photo, d'un tableau. Je préfère les tableaux et les photos abstraites pour laisser libre cours à l'imaginaire. Et je trouve que la fusion entre ces deux médiums crée un terreau très stimulant pour créer.
Et si je prends l'autre aspect, entre la psychologue et la poète, quelle sorte d'interaction pourrait se faire? Oui, en fin de compte, la psychologue et la poète tentent de comprendre le monde, la vie. La psychologue, elle est soumise à une science, elle est interpellée par les contraintes de la science qui font d'elle quelqu'un qui doit être centré sur l'autre en plus d'être à l'écoute de ses propres investigations. La poésie, au contraire, eh bien, la poésie, on peut aller dans cette espèce de nulle part où on est convié dans l'univers à partir de l'instant présent, avec les stimulations de l'instant présent, qu'il s'agisse de stimulations personnelles, sociales, politiques et maintenant cosmiques ou à peu près. Mais la poésie possède cet aspect où on tente d'intervenir, de comprendre quelque chose dans la vie, dans le monde. Et on est les porte-parole d'une société également. Et c'est pour ça que la liberté d'expression m'est tellement chère d'ailleurs. Et on n'aura jamais assez d'une vie pour arriver, je pense, à une démocratie qui laisse tout le monde créer en toute quiétude et en toute liberté d'expression. Il y a la question de l'origine qui te préoccupe beaucoup. Alors, comment cette question-là te préoccupe-t-elle? Ma foi, c'est en 1969, je crois, oui. Alors, j'assiste à une lecture de poésie à l'Université Concordia. Ce sont des poètes grecs qui lisent en grec. Et j'étais avec ma grande amie grecque qui me traduisait un peu le contenu de la poésie, mais je voyais ces êtres avec une telle intensité lire, ils pleuraient, ils dénonçaient la dictature des colonels en Grèce, et j'étais très émue. Et ce jour-là, j'ai vraiment compris le pouvoir de la poésie et des mots. Un petit peu plus tard, en 1971, je rencontre ma chère amie Nicole Brassard, qui soulignait la semaine passée, Germaine, ça fait 50 ans qu'on se connaît, ça m'a fait vieillir d'un seul coup. Mais Nicole m'a dit, et pourquoi t'écris pas, puisque les mots et la poésie ont un tel sens pour toi. Et finalement, bon, j'ai publié mes premiers poèmes dans La Barre du Jour, après ça, mon premier recueil en 77. Et Nicole Brossard, avec André Anacopoulos, dirigeait la collection réelle des éditions 15. Elle a publié mon premier roman, Sortie d'elle mutante. J'ai l'impression d'avoir tout dit dans ce roman-là, d'ailleurs. Et elle a préfacé ce roman. Après, il y a eu ce magnifique congrès, mais ce congrès incroyable en 2015 sous la présidence d'Émile Martel, où tous les pays du monde, tous les peines du monde se sont réunis dans la ville de Québec. Alors là, je vous assure que c'était émouvant, très émouvant d'entendre ces gens pour qui on travaille collectivement, entendre leurs paroles, voir à l'écran, garder un temps de silence pour toutes ces personnes qui sont décédées ou emprisonnées parce qu'ils ont pris et elles ont pris un droit de parole sous une dictature. Et ça, je pense que ça a amplifié ma conscience et ça m'a donné encore plus envie d'écrire sur le sujet et de m'impliquer davantage. D'ailleurs, Diane Rechimbal va nous en parler tantôt. Alors voilà le parcours de mon engagement social et politique et poétique. Voilà. Donc, la question aussi était sur la question comme thématique de l'origine. L'origine de quoi? De la poésie ou de mon engagement politique? De l'être, l'origine de l'être. Ah, l'origine de l'être, oh là là! C'est quelque chose qui te préoccupe beaucoup dans les récents recueils particulièrement. Donc, je tente absolument. Je pense que quand le décès, quand la perte d'un être cher passe dans votre vie, on ne peut plus être indifférent des questions existentielles. Non seulement l'origine de l'être que l'on croit partiellement savoir, mais le devenir de l'être. Qu'est-ce qu'on devient? D'où on vient? Qu'est-ce qu'on devient? Effectivement, c'est dans tous mes recueils depuis 2011, je dirais plus particulièrement. C'est très présent, cette conscience de questions existentielles
que je pense tous les poètes ont été interpellés par ces questions-là, de la vie, de la mort, du néant, de l'absolu. Et ce ne sont pas des questions faciles à débattre, mais mon Dieu, ça m'interpelle beaucoup, effectivement. Alors, on va entrer dans Derrière la nuit, qui est le tout récent recueil, donc le tout nouveau livre de Germaine Beaulieu. Il penche plutôt celui-là du côté de la mort. Hein. C'est une véritable expérience ou expérimentation de la fin qui nous atteint et nous attend. On assiste à une sorte de description de l'agonie et du deuil, habité par un profond questionnement sur la fin, qui mène aussi justement à ce questionnement sur l'origine, hein, la boucle de la vie. Alors, il y aura des lectures donc de Derrière la nuit avec justement Nicole Brossard, amie, confidente et conseillère de longue date de Germaine Beaulieu et l'une des figures de proue de la littérature québécoise ici comme ailleurs. Donc, nous entendrons Nicole Brossard, Germaine Beaulieu et même un duo. Au creux de tes yeux, le brouillard continue. Un univers se dissipe. Tu délires. Les tableaux se rapprochent, les pans de vie s'écroulent avec ta fièvre. L'urgence de partir. Faut-il aimer mourir, se donner jusqu'à l'abandon du plus précieux? Tu vas plus vite que le voilier empalé par les vagues poussées par un vent de tempête. Perdu dans les flots, tu dérives. Le mouvement sangle. Tu poses les mains sur tes tempes. Tu emprisonnes souffrance et souvenirs. Les saisons ne reviendront plus. Tu le sais. Lentement, la clarté s'estompe. Tu fuis. Tu n'entends plus, tu ne vois plus, tu parles la langue des prophètes. Le froid coule dans tes veines, une émeute en effervescence. Nous te regardons partir, ce qu'il reste de toi. Cacophonie, les phonèmes s'agglutinent les uns aux autres. Tant d'efforts, d'expressions fugitives délabrées. Ce matin, la rupture. Nos gorges se resserrent en quelques secondes, le réel s'éteint. Une dernière inspiration, déjà l'éternité. Tu dis non à la main caressante, à l'enfant en sanglots qui te sourit et implore un peu de certitude. Tu dis non, toujours non. Tu n'as plus de corps. Nos silhouettes tourbillonnent autour de toi, déjà en orbite. Nos mots restent. Tu fixes le néant, tu exhibes un monde éclaté. Nous devenons l'inconnu. Une lumière surgit, à grande vitesse, flambe tout sur son passage. Ton absence transforme l'espace en caveau. Tu plonges dans l'Odyssée. Au crépuscule, tu ronges ton sort avec les sans-corps. Puisque l'éternité, mourir est mensonge. Tête d'anecdote, nous oscillons entre abysse et voie lactée. Au hasard de la nuit, un rêve saisit ton visage d'effroi. Pourquoi nous réveiller? Dis-moi la vie sous terre dans les grands gels de janvier. Dis-moi que tes bras restent ouverts et que le verbe aimer porte encore une émotion. Dis-moi tout, mon frère. Vite, raconte-moi ce qu'est mourir. Décembre. Dehors des monuments de glace, blanc le paysage. Tu parles dissonant, synapses agitées, fiévreuses. Je te veux encore dans la lenteur du temps, même s'il tue. Tes vocalises de mutants perdent peu à peu leur tonus. La raison s'égare. Tu n'as plus de corps.
À l'hôpital, lieu à la fois vaste et exigu, je marche le long des fenêtres givrées. Des cicatrices segmentent les vitres, parcelles de vitrail scindées. J'imagine des lettres, des mots, un sens du vivant. Je me rapproche. Tu fixes droit dans les yeux ta sœur cadette, l'étrangère. Ton visage cataleptique en dit long sur ma présence. Je m'en vais. Tu ne fais plus le poids, enlacement d'ombre et de lueur, l'exode des mots. Les murs de la chambre obliquent, de plus en plus esselés, ton corps. Nous te laissons mourir pour ne plus te perdre. Nous cherchons autrement un bruissement de réel, comme si la vie avait un sens, celui de la perte. Un jour, nous naviguerons ensemble, au-delà de la matière, dans les zones où respirer est superflu. Viens t'asseoir près de moi, enseigne-moi la langue des dieux que je cherche, que je sorte du simulacre. Je ne te disais jamais rien de l'essentiel. Ton évasion me tue. Enfouie, vivante dans la noirceur, une enfance égarée, mes souvenirs machinent. Aujourd'hui, dans une langue sibylline, je te parle. Des mottes de terre gelée couvrent les restes de ta présence. Je dépose une fleur. C'était pour Jean-Jacques et maintenant pour toi, mon frère Élie. Naissance et mort, ventre, tu donnes, tu reprends. Hier, rondeur de vie, aujourd'hui, cellules anarchiques. Devant l'inévitable, chacun son silence. Tombé à la renverse, un lys, bientôt coupé de ses racines. Tes paroles se décuplent, logorées sans fin, urgence de dire. Nœud coulant autour des mots, la décharge d'un monde. Je veux être le vent qui souffle sur tes blessures, consoler tes frayeurs. Tes yeux sondent les murs, plus haut, impénétrables. L'appel du vivant reste muet. Les 100 corps t'apparaissent, espoir de délivrance. Dans la pièce voisine, ton épouse, tes fils, sans comprendre, tu les entends. Mélodie monotone, tu te laisses bercer, tu t'endors. Un dernier souffle. Abandonné au sommeil, savais-tu vraiment que tu mourrais? Je t'imagine, tourbillon de feu, à même le chaos, poussière d'étoiles. Secousse tellurique, ventre en sein de mort, cancer, la vie tremble. Au creux de l'espace sidéral, un soir du mois d'août, tu t'évades. Nuage moutonné, ton petit-fils Antonin cherche à comprendre. Qui a lancé papa si haut dans le ciel? Qui est assez fort pour ça? Tête à tête avec l'absence dans ma bouche, l'agonie des mots. Lambeaux cyclamènes de chagrin continu, lourdeur d'épaule, des mots de morsure. Collé à la poitrine, un bouquet de silence. En perpétuel exil, écroué à son corps, l'esclave tourne en rond. Sans la mort, où irions-nous? J'arpente la cité, cherche aplomb. Un pas de plus et je frôle l'étal. Les rides tiraillent mon masque, au théâtre, une existence jouée. Gravés sur la pierre, les mots vivent, boivent les pluies, défient les siècles. Sous terre, même les ténèbres les plus sombres n'effraient plus. Y œuvre aux multiples ventouses, le cerveau soupèse vestiges et mythes.
Comment vivre le mouvement? Parenthèse de lumière, boucle de survie. Comment allonger le pas sans embrasser son ombre? Que reste-t-il de nous mis à nu? La voix éclatée de tous ces accents et couleurs. À même les quotidiens éphémères, l'attention vive au présent. Un goût de peau, de ventre, de chaleur lénifiante. Vivre, une œuvre griffée. Chaque seconde, une enfilade de cellules, à l'envers, à l'endroit. D'un cycle à l'autre, renversement de paradigme. Le réel s'efface. Adossés à l'aurore, des os cordés, comme des bûches prêtes à s'enflammer. Le toit libère une odeur rance de carnivore repu. Âme libre, vous prenez la clé des champs, baignée d'immensité, vous me rendez jalouse. J'accroche au plus beau mur le silence. Comment trouver l'angle juste, une phrase trempée d'espoir? Je serre fort les mots. Je veux, dans les veines du récit, un peu de cœur. Bientôt, la clarté désertera son ombre. Surgit la peur, je me tais. Spasme, au hasard des éclairs, les otages tombent, tic-tac d'un monde en soubresaut. Et ça tourne, si vite, ça tourne, tête en toupie saisie des ténèbres. L'élan retombé dans un non-lieu, même la forme la plus rebelle capitule. À jamais, les cris clos. Depuis longtemps, le cœur s'est tu. À force de serrer les poings, le sang glace. Que pouvons-nous encore semer de vraisemblable? Noircir le regard, saigner la mémoire jusqu'à l'amnésie. Dans le crâne, les sons cognent sans le moindre écho. Cadence de blessure, le jour vieillit, rêves et ambitions délaissées. Sur la page, la main cherche l'espace où écrire métamorphose. Je veux, sur le champ des verbes d'éclat, au bout des lèvres, des syllabes franches à saveur d'amour. Alors voilà un peu ce qu'on peut entrevoir derrière la nuit. Alors on va essayer de creuser un peu ça avec Germaine. Alors Germaine, évidemment ces deuils t'ont beaucoup influencé dans ton écriture. Alors de quelle façon tu as perçu cette action des deuils sur ton écriture? Écoute, c'est premièrement non seulement l'écriture, je pense que les deuils jouent aussi sur notre façon de voir la vie. On ne peut pas traverser une telle expérience sans nécessairement penser au fait que est-ce que ma vie ressemble vraiment à ce que je veux qu'elle soit? Et c'est bizarre, il y a une métaphore qui m'est venue et qui est la métaphore de la guerrière. On est tous avec un guerrier, une guerrière pour assurer notre survie. Dès notre naissance, on crie, on veut boire, on veut manger, on veut vivre. Et cette guerrière en moi a été très active dans ma vie pour gagner des causes, enfin, une guerrière, entendons-nous, plutôt douce. Mais je vous dirais que présentement, je sens que cette partie de moi est dans un espace de sérénité, comme si elle choisissait ses luttes, ses combats, ou comme si elle était plus calme dans les combats amenés. Le drapeau, c'est comme si je le portais encore, mais plus calmement, plus posément. Et dans mon écriture, je cherche aussi beaucoup à comprendre. Je cherche à dénoncer l'insoutenable, bien sûr, dans mes actions avec Le Pen. Je cherche, même dans mes propres actions, il y a de la colère dans Empreinte, il y a aussi de la colère dans ce dernier recueil. D'ailleurs, le dernier poème, c'est du style « Retenez-moi que je ne frappe rien d'autre que le texte ». Parce qu'en quelque part, le fait de rien comprendre dans ces grands mystères de la vie, ça peut
venir ébranler une sorte de colère, oui, appelons ça d'inquiétude et de colère. Alors, dans ce sens-là, oui, ça a changé ma façon d'écrire, mais ma façon de vivre aussi. Voilà. Oui, c'est ça. Dans les derniers recueils, il y a un mélange de colère et de lucidité qui sont toujours un peu parallèles. Oui, tout à fait, tout à fait. Et dans la troisième partie, il y a aussi un changement, c'est-à-dire que des deuils jaillit un peu de lumière et qui va justement vers ce dont on parlait tout à l'heure, l'origine, la naissance. Hein? Et oui. Dans ce recueil-là, oui, effectivement. En quelque part, cette origine-là, même si elle est très complexe, on a envie d'aller vers elle, comme s'il y avait dans cette origine un souffle de continuité, un espace qui s'agrandit devant soi, mais en même temps, quand je regarde concrètement devant moi, l'espace se rétrécit. Alors, il y a des contradictions. Il y a André Vanas, je ne sais pas s'il est là aujourd'hui, qui me disait, mais Germaine, on dirait tout le temps que tu opposes deux forces ensemble, que tu dis une chose et par la suite tu y reviens, mais dans son sens opposé. Et je pense que je n'avais pas compris ça, mais je suis plus lucide sur cet aspect quand j'écris, sur le double volet de l'existence, sur cette double lutte en soi de l'origine et de la fin. Et qu'est-ce donc le maintenant qui nous stimule, qui permet ce passage et sans en comprendre l'issue, d'ailleurs? Alors, je ne sais pas si je réponds à ta question, Bernard. Là. Ça n'a pas d'importance, les questions sont des prétextes à parler. Ouais. Et de toute façon, non, c'était bien. Mais c'est ça, c'est que l'origine et la fin sont les deux boucles. Et il faut se questionner sur ce qui se passe entre les deux, comme il faut se questionner aussi sur d'où on vient et où on va. Oui, oui, oui. D'ailleurs, c'est intéressant parce que dans mon recueil Derrière la nuit, les deux premiers chapitres traitent de la mort et tout de suite, il y a un chapitre qui traite de la naissance. Bon, alors, mais c'est pas n'importe quelle naissance. On voit le bébé qui naît, mais qui est déjà à une épée de Damoclès au-dessus de la tête. Je ne l'ai pas fait naître dans la beauté rose du présent, mais dans un réalisme où déjà l'inquiétude est présente. Et je pense que le bébé est déjà inquiet de son existence dès sa sortie du ventre maternel, peut-être en dedans, mais là, je ne rentrerai pas là. Mais ce chapitre-là sur l'enfance dans mon livre était important parce que je me dis, on ne peut pas interpeller la fin, la mort, sans faire un clin d'œil à l'origine, la naissance. Mais si je parle de naissance, je vais parler du danger de la naissance, le danger qui guettera l'enfant toute sa vie. De là l'importance d'un guerrier, d'une guerrière pour exister en quelque sorte, en souhaitant que la guerrière soit en bon équilibre. Merci. Nous allons maintenant passer à l'autre recueil. Donc, présente deux recueils de Germaine Beaulieu, Derrière la nuit et Empreinte. Alors, Empreinte, c'est l'avant-dernier livre de Germaine. Lui, il penche plutôt justement du côté de la naissance dont on vient de parler. Il questionne les débuts de la vie, mais aussi les interactions néfastes entre les êtres humains. On va donc entrer dans ce livre pour voir un peu ce qu'il y a. Donc, lecture d'Empreinte avec notre autre invitée, Diane Régimbald, qui est poète, amie et collègue de Germaine Beaulieu au sein du Pen Club, une des poètes les plus importantes au sein du catalogue des éditions du Noroît. Alors, nous entendrons Germaine, Diane et là aussi un duo. Aussi fragile qu'une luciole perdue dans la nuit surprend la noirceur, je troque ma peau, deviens l'enfant du lointain, une réfugiée au milieu de l'espace sidéral. Je tâte le poignet, mon pouls somnole. Du début à la fin, qu'ai-je demandé? Balayé par le pendule, les secondes s'éteignent. Ma peur, le temps ne revient jamais, ne s'arrête jamais. Agrippés à l'univers, nous têtons tous l'unique mamelle. Au ventre, un mal de mer, ma peur de chavirer avec. Des bras en serrent mon cœur. Sait-on pourquoi il bat? D'une synapse à l'autre, l'esprit traverse l'insondable, croise les mutants. Corps éthérés, comment nous reconnaître?
tout silence confondu. Au désert, les rafales plombent, aucune sève ne mouille nos lèvres. Encore plus vivante que jamais, la solitude, tortionnaire sadique. Ficelé à soi, peut-on voir autrement l'univers? La douleur épaissit l'âme. Pas à pas, la tortue cale dans le sable, retourne au fond des eaux. Et puis après. Sur la langue, l'alphabet s'enlise, mots échoués sur mémoire blanche. Au poème, un cri. Jusqu'à l'épuisement, le verbe cherche, le verbe ment. Sur les os griffés, des noms, une histoire. D'urgence à paix, la langue s'ouvre de toutes ses plaies. Plongée dans l'abîme, elle court chercher silence. Au vertige d'essence, pulsion vive, amour et mort font éternité. Entre chien et loup, du vivant le mal. Sur ma peau, les mots meurent comme ils ont vécu. Temps sans issue. Prisonnière du cercle, les aiguilles languissent. D'un pas lourd, je marche, la terre saigne. De noms, de souvenirs, j'avance. Je dis maintenant, j'oublie. Au fond de la gorge, des mots atomisés. Sur les lèvres, tout bas, un silence. Rituel incessant. Une mise au monde, déjà mise en terre. Manège infernal, à petit feu, l'agonie planétaire. Parmi les fossiles, des veines de pierre s'incrustent, la terre se fendille, vieux ventre qui a tout donné. Les corps, de simples graines semées en plein milieu du désert, le temps de sécher. Petites dépouilles ineptes, vous n'êtes même plus une chose. Roulement de bleu, marées en élan. Attendons l'aurore, la couleur de l'horizon, ces bouffées d'égarement. Sur un mince pointillé d'air de rien, menu bon de naissance. Je suis à ton écoute, Bernard. Pulsion vive. Sur la langue, l'alphabet s'enlise. Mots échoués sur mémoire blanche. Au poème, un cri. Sous mes pieds, une fièvre tellurique. L'élan serré sur la ligne, je résiste. Au hasard, les lettres s'attachent, chaînent aux maillons friables, en pointillés une existence. Jusqu'à l'épuisement, le verbe cherche, le verbe ment. Sur les os griffés, des noms, une histoire. D'urgence happée, la langue s'ouvre de toutes ses plaies. Plongée dans l'abîme, elle court, chercher le silence. Regard pointé vers le ciel. Comment dire la nuit, privée d'étoiles? Pour la beauté retenue, je nomme demain au risque d'y croire. Blotti dans mes pensées, je tourne en rond, craignant le réel pour ce qu'il est, comédien dell'arte. J'habite un corps dépourvu de peau, une ville menteuse, sur terre asphyxiée. À la croisée des vents, les cellules rivées, je dévale loin du pire. Au vertige des sens, pulsion vive. Amour et mort font éternité. Alors,
La prochaine suite que nous allons lire ensemble, Germaine et moi, s'intitule Chaos à ciel ouvert. Elle vous expliquera qu'elle dédie justement à des êtres qui ont été persécutés, qui ont été emprisonnés. Et de là, je vous explique un peu ce qu'est le PEN. Le PEN est un acronyme de poète, essayiste et novelliste, donc pour romancier en français. Une association qui a pour but de rassembler des écrivains, écrivaines, journalistes, traducteurs et traductrices de tout pays attachés aux valeurs de paix, de tolérance et de liberté sans lesquelles la création devient impossible. PEN International œuvre sur les 6 continents grâce à ses 145 centres présents dans près de 100 pays. Le PEN International, établi à Londres, célèbre ses 100 ans cette année. Le Centre québécois est l'un des plus anciens, datant de 1926, à peine 5 ans après la fondation à Londres. Il est constitué de 3 comités principaux: comité de défense des écrivains persécutés, comité de la traduction et des droits linguistiques et comité femmes. Le comité femmes a été initié et coordonné, et c'est tout en son honneur, par Germaine Beaulieu à Montréal et par Hélène Lépine à Québec en décembre 2015 à la suite du grand congrès du PEN international qui a eu lieu dans la ville de Québec et dont Germaine parlait tout à l'heure. Depuis août 2017, c'est moi qui le coordonne. Germaine et moi sommes membres aussi du conseil d'administration de PEN Québec, dont Asli Erdogan en est membre d'honneur. Germaine va vous la présenter à l'instant. Asli Erdogan est une écrivaine, journaliste turque, féministe et militante pour la défense des droits humains et de la liberté d'expression. Maintes fois emprisonnée et libérée, invincible, elle n'a jamais cessé son combat. Sa dernière libération remonte au 14 février 2020. Asli Erdogan est lauréate du prix Tchaïkovski en 2016, du prix de la paix et Éric Maria Remarque en 2017, qui sont des prix récompensant l'engagement en faveur de la paix. Elle reçoit aussi le prix Simone de Beauvoir pour la liberté des femmes en 2018. Je vous lis une citation d'Asli Erdogan tirée du Bâtiment de pierre. J'entends des cris qui ravivent mes plus anciennes, mes plus authentiques terreurs. Je me rappelle qu'ils sont nés du désir de vivre. Mes plaies ne parlent guère, mais elles ne mentent jamais. Pour le 100e anniversaire du PEN international, pour vous, Madame Asli Erdogan, et pour les écrivains, traducteurs, traductrices, journalistes, privés de liberté d'expression, Diane Régimbal et moi lirons une suite poétique tirée du chapitre Chaos à ciel ouvert de mon recueil Empreinte. Au cœur du béton armé, des traits verticaux, pendules immobiles, le long des couloirs empreints de fièvre, des portes verrouillées, aucune courbe, sinon celle des corps encagés. Voix et cris résonnent, percutent les tempes. Coup de poing sur la liberté. Entre les murs, des fantômes captifs. Graffiti, lettres sourdes. L'âme sur les lèvres. Dans les veines, rivière caillouteuse. Un silence indifférent masque les crimes. Sur vos visages tétanisés, des cicatrices à tout jamais vivantes dessine l'alphabet d'une liberté maudite. Cadence de souffle, tout respire la peur. Des mains minées écrivent au noir. Fragment de texte. De la terreur au silence. Entendez-vous ce qui ne peut s'écrire? Ça fait peur, ça fait mal. État de choc, le plexus se brise. Les secondes éclatent. Autant d'otages condamnés. Sans fin des clameurs, aux syllabes affûtées, résonnent à huis clos. Les muscles tenaillés, l'épiderme recouvert de plaies.
la conscience agonise. Prisonnière de la noirceur, les pierres dorment. L'orage frappe. Derrière les portes, un silence abyssal. Vos cendres en terre respirent la délivrance. Soleil en berne, une apparente quiétude. À coups de blackout et d'inertie, nous masquons l'avenir d'un rideau de plomb. Par la même porte, nous sortirons tous, l'âme nue. La vie reprend son air d'aller. Dans la prison, les fauves blessés sortent des tanières, cherchent une odeur de vivant. Un filet de lumière tapisse les murs, lénifie la souffrance. Près du littoral, un rêve d'exil. Quel idéal peut encore séduire les apatrides? Sur l'os, douleur gravée, pur carnage. Les tranchées se referment, laissent à vif l'index des disparus. Sous les nuages menaçants, des ombres désarmées tiennent encore debout. Manuscrits brûlés, Comme une criminelle, la poésie abattue. une nappe de sang macule les ventres torturés. Les spectres filiformes surgissent des caveaux. Enfin graciés, pour quel dessein survivre? Garrot autour du cœur, l'oiseau peut-il encore s'envoler? Alors voilà ce qu'on retrouve dans Empreinte. Alors je vais revenir avec quelques questions qu'on entend Germaine se prononcer là-dessus. Alors d'abord, ce titre Empreinte, pour toi, ce sont les empreintes de quoi principalement? En fait, ce sont les empreintes des passages, les empreintes des expériences de vie, les empreintes de ce qui se passe sur la planète, mes propres empreintes dans ce passage-là. Et l'engagement politique laisse à penser que ça laisse des empreintes incroyables dans une société, ce qui se passe dans les pays où règne la dictature et empêche la liberté d'expression. C'est fossilisé. C'est les empreintes aussi, c'est fossilisé, pardon, dans la chair, parce qu'à l'heure où on se parle, il y a des détenus politiques qui sont torturés, qui sont emprisonnés, il y a des gens qui sont incapables de nommer même une petite chose banale. Je parlais de la Grèce tantôt. Quand je suis allée en Grèce, c'était à l'époque des colonels, et je me souviens d'avoir demandé des choses comme où est-ce que je peux trouver des livres des disques de Théodorakis, et tout le monde me fuyait. C'est terrible. Ben là, c'est vieux, il y a quelques décennies, mais je me dis, c'est terrible de ne pas pouvoir demander quelque chose aussi banal dans un pays qu'on visite sans semer la peur. Alors, les empreintes de tout ça. D'accord. Alors, les empreintes aussi thématiques dans tes recueils, donc on va y aller avec des duos un peu, puisqu'il y avait 2 livres. Alors, la question serait sur ta vision un peu du corps, donc qui est très présent dans ton écriture, et de l'amour, qu'on aperçoit parfois aussi. Donc, comment tu vois le corps et l'amour? Le corps, c'est le côté éphémère des choses. Le corps, c'est là où le temps s'inscrit. Le corps, c'est là où ça fait mal. C'est là où le plaisir se vit. C'est là où les cicatrices à la fois saignent et se soignent et guérissent. Et je répète le côté éphémère. Le corps passe, il passe. Et l'amour, c'est ce qui permet au corps de passer. Quand l'amour est solide, c'est la plus belle chose qui puisse arriver dans la vie d'une personne. Le sentiment amoureux dans le sens du couple. Et je remercie Diane d'être dans ma vie d'ailleurs. C'est une belle vie. J'ai aussi le sentiment amoureux dans l'amitié, parce qu'une amitié peut être amoureuse.
il y a la filialité dans la famille, il y a de l'amour, il y a de l'amour partout quand c'est pas toxique, quand on est capable d'aimer sans se faire détruire, quand on est capable d'aimer et de faire vibrer des cordes en soi qu'on ne connaissait pas avant, quand on est capable d'aller au-delà de la banalité des quotidiens. Alors, le corps, ce qui me frappe dans le corps, c'est le côté éphémère de cette chair, puis en même temps, le côté où c'est cette même chair qui nous permet d'avoir du plaisir et de savourer toutes les présences dans nos vies. Et l'amour permet à ce corps de transcender la matière et d'être au-delà de ce qui peut peut-être des fois être limité. J'aurais pas d'autres choses à dire, mais je vais me limiter à ça. Tu parles aussi beaucoup de la mère et de l'enfant. Ce serait quoi tes liens avec ces deux pôles de la vie? Ah, les deux pôles. Faudrait que je demande à ce cher André Vanas de revenir parmi nous et de nous expliquer ces grands mystères-là. Ben, les deux pôles de la vie, oui, dans mes livres, parfois, il y a des énergies qui s'opposent et c'est vrai qu'on ne peut jamais penser une vérité. Une vérité, pour moi, c'est quelque chose qui bouge. Si ça ne bouge pas, ben, on rate quelque chose d'essentiel. Ce qui est vrai aujourd'hui, si ça évolue demain, il ne faut jamais avoir peur de regarder ce qui est devenu, ce que devient le lendemain avec toutes ses forces et ses contradictions pour essayer de voir là une nouvelle source, une nouvelle façon de voir et de vivre le réel. C'était aussi sur les images de la mère et de l'enfant. Oui, 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 effectivement. C'est drôle parce que dans tous mes recueils, les derniers en tout cas, puis même le roman dont je parlais tantôt, je parle de l'enfant. Je ne suis pas capable d'écrire un recueil sans parler de l'enfant. Mais quand je parle de l'enfant, il est en danger, cet enfant. Il est soldat à la guerre, il se jette en bas d'un précipice, il est en danger. Et c'est de là l'importance de ce guerrier, de cette guerrière qui nous anime et qui propulse en avant. La mère est peu présente dans mes écrits, peut-être parce qu'elle est impuissante devant la naissance de l'enfant. Elle a l'espoir de donner le meilleur, mais après, qu'est-ce donc que la vie pour cet enfant-là? Tu sais, ça revient à l'humain d'en faire ce qu'il veut avec les forces de l'univers. Avec le temps aussi, le monde et le mal sont deux choses qui ont pris de plus en plus de place dans tes livres. Oui. Écoute, avec ce qui vient de se passer les 4-5 dernières années aux États-Unis, ça m'est difficile de voir le bien dans le monde, avec tous les conspirationnistes, avec tout. Tu sais, il y a quelque chose qui se passe dans cette pandémie que je ne pensais pas voir, puis avec le sentiment politique aussi qui nous habite et qui dit, même nos voisins du Sud où on croyait dans une démocratie établie, on a conscience maintenant que cette démocratie est tellement, mais tellement fragile qu'elle peut vraiment s'effondrer du jour au lendemain. Donc, ça m'est difficile. Quand même, je parle aussi de la beauté parfois dans mes recueils. Si j'ai besoin de le nommer, c'est que peut-être c'est pas aussi fréquent que vous le souhaiteriez, mais enfin. Comme on a parlé de deux recueils, donc quelle place toi tu vois les deux derniers recueils dans l'ensemble de ta production? Ben, en fait, les derniers recueils, depuis 2011, mes recueils traitent de sujets qui sont quand même, qui touchent beaucoup la mort, disons-le, là, sans vouloir en faire uniquement un aspect. Mais je dirais que maintenant, j'ai envie de parler d'autres choses. J'ai un profond désir peut-être de m'adresser, d'aller vers des sujets comme l'environnement. J'ai envie de faire des choses avec des photos. D'ailleurs, il y a Claudine Dontigny, une peintre qui m'a demandé de faire un projet avec elle, peinture, poésie. Dans le cadre du Festival de poésie à Trois-Rivières, j'avais fait une exposition de photopoèmes et avec Claudine Dontigny, on a fait une exposition de tableaux poésie. Et ça m'inspire beaucoup parce que
je ne sais jamais qu'est-ce qui va surgir du tableau, de la photo. Et j'ai envie d'aller vers quelque chose de nouveau, de faire surgir une autre matière en moi, de quitter ces deuils, de rentrer dans un espace à découvrir. Ça m'est difficile de vous dire qu'est-ce qui va se passer, comme tous les écrivains d'ailleurs. Alors, dans les choses qui se passent, il y a des poèmes qui sont traduits. Alors, j'ai lu un petit poème de Germaine en français et en espagnol. Au cœur de la ville, le banc porte toujours des histoires et des amours. Si le banc pouvait parler, il réciterait une à une les larmes qui ont mouillé sa pierre, chapelet de roses coupés au bout de leur salive. Si le banc pouvait parler, il nous dirait qu'il préfère les cactus dans le désert. Le banc ne mange jamais, il est muet. En el corazón de la ciudad, una banca siempre guarda historias y amores. Si la banca pudiera hablar, referiría una a una las lágrimas que han mojado su piedra, rosario de rosas cortadas hasta agotar su saliva. Si la banca pudiera hablar, nos diría que prefiere cactus en el desierto. La banca jamás miente, es muda.